Patagonie argentine, juillet 1994. Lorsque l'alerte à la tempête blanche a retenti sur les ondes des radios rurales de Rio Mayo, les éleveurs ont fait ce qu'ils faisaient toujours. Ils ont vendu une partie du troupeau, enfermé ce qu'ils pouvaient dans les granges, et laissé le reste à son sort. Avec des températures prévues en dessous de 45 degrés et des rafales pouvant dépasser les 100 km/h, tenter de tout sauver n'était pas courageux. C'était imprudent. Mais Thomas Alvarez a fait le contraire. Tandis que ses voisins renforçaient leurs portails avec des chaînes et fermaient les structures en tôle, il ouvrit les siens. Il a perdu la tête, disait-il à l'épicerie du village. Ce matin-là, le thermomètre affichait 36 degrés mec. Les prévisions annonçaient un phénomène inédit dans la province depuis des décennies. Un refroidissement éolien proche de 70 degrés bec. Le problème n'était pas le froid, c'était dans le vent. Et ce que Thomas décida de faire au cours des 6 heures suivantes sembla être de la folie, jusqu'à ce que la tempête commence. Et il est devenu évident que presque personne là-bas ne comprenait comment le froid tue réellement. Thomas Alvarez avait 69 ans. Ses mains étaient épaisses, marquées comme le bois des clôtures qu'il avait lui-même construites. Il a passé 40 ans comme garde forestier dans les forêts andines de la région d'Esquel. Il connaissait des sentiers qui n'étaient plus sur les cartes. Il pouvait prédire les changements de temps au bruit du vent dans la cime des Nires. Après sa retraite, il acheta un petit terrain à la périphérie de Rio Mayo. Il y élevait 318 moutons, à but non lucratif, par habitude. En ville, elle était considérée comme une antiquité, respectée de loin, parfois tolérée. Il n'a pas investi dans des hangars métalliques modernes. Il n'a pas installé de chauffage industriel. Son abri était bas, partiellement enterré, avec des parois doubles remplies de laine et de paille compactée, une construction qui date de l'époque de mes grands-parents, plaisantait un jour Ricardo Molina, propriétaire du plus grand troupeau de la région. Thomas n'a jamais répondu. La semaine précédente, le service météorologique national avait émis un avertissement inhabituel. Une masse d'air polaire descendant directement du sud du continent. Températures inférieures à 50 degrés, un record absolu possible. À la coopérative, les hommes ont discuté des pertes. Nous allons perdre au moins 25%, a déclaré Ricardo. S'ils ne les congèlent pas, ils attraperont une pneumonie plus tard. Thomas se contenta d'écouter. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ferait, il a répondu « Cela dépend du vent ». Ils ont ri. Le problème, c'est que presque tout le monde considérait le froid comme un simple chiffre. Thomas le considérait comme un mouvement. Au petit matin du 18 juillet, il se réveilla avant le soleil. Le ciel était d'une clarté exceptionnelle, d'un bleu métallique. Mauvais signal. La radio portable annonçait un refroidissement éolien pouvant atteindre 72 degrés C dans les zones dégagées. Le vent était encore faible. Il se rendit dans le champ et vit les moutons blottis les uns contre les autres par instinct. L'erreur que d'autres avaient déjà commise. Les enfermer dans de hauts hangars à large plafond, laissant l'air glacial circuler comme une lame invisible. Thomas savait qu'en dessous de 50 degrés C, trop d'espace devient l'ennemi. Il faut que l'air cesse de circuler. Il a rassemblé des pieux, des cordes et des outils. Et il a fait l'impensable. Il ouvrit toutes les portes, non pas pour libérer, déménager. Tandis que d'autres isolaient leurs animaux dans des structures fixes, il commença à les conduire vers une dépression naturelle du terrain, un creux formé par le relief, protégé d'un côté par une ceinture de cyprès et de l'autre par une élévation rocheuse. Cela a pris 3 heures. Les voisins observèrent la scène à distance. Ça disperse tout, il va perdre tout son troupeau. Peut-être, mais le vent n'était pas encore arrivé, et lorsqu'elle atteindrait cette hauteur, ce serait la mort. Le premier flocon de neige est tombé à 10h52. Ce n'était pas une neige ordinaire, c'était de la poussière horizontale. À 11h08, le vent s'est transformé en pression. Des rafales de vent dévalèrent la colline comme une vanne invisible ouverte. La neige ne tombait pas, elle était poussée. Thomas savait qu'il lui restait moins de 2 heures avant que l'indice de chaleur ne dépasse le point où l'air commence à brûler de l'intérieur. Ce qu'il faisait semblait désorganisé. Mais ce n'était pas le cas. Cette forme creuse a fendu le vent. Il enfonça des piquets dans le côté exposé et empila des ballots de paille de façon irrégulière. Ce n'était pas un mur, c'était un filtre. Le vent perdrait de la force, créerait des turbulences et retomberait avant d'atteindre le centre. Il a réparti le troupeau en couches successives, les plus forts en périphérie, les femelles gestantes et les jeunes au centre, non pas par émotion, par calcul thermique.
Le regroupement des moutons en troupeau peut augmenter la température interne du groupe jusqu'à 8 degrés Celsius, mais seulement si le vent ne pénètre pas. À 12h40, il a remarqué un problème. 6 personnes étaient de portée disparue. 6 d'entre eux étaient de rester près du vieux hangar en bois. Grimper par un tel vent risquait de vous faire perdre la sensibilité de vos mains en quelques minutes. Les ignorer revenait à les condamner. Il hésita pendant 3 secondes. Et ça a augmenté. Sur la route, Ricardo observait aux jumelles. Il va mourir à cause de 6 animaux. Mais Thomas ne les a pas escaladés. Elle augmentait car la panique se propage plus vite que le froid. S'ils couraient contre le vent lorsque la visibilité diminuait, ils entraîneraient d'autres personnes avec eux. Il est arrivé à l'entrepôt à 13h18. Porte entr'ouverte. Tunnel de glace à l'intérieur. Il n'a pas essayé de les abriter là-bas. Il ouvrit la porte en grand. Une vitre latérale s'est brisée. Je ne voulais pas d'abri. Je voulais que le vent souffle. Pas de poche. Aucune pression accumulée. Il utilisa le hangar comme couloir de décompression et conduisit les 6 femmes à travers la partie protégée de la structure. Lorsqu'il est retourné dans la dépression, la visibilité était déjà inférieure à 10 mètres, et le pire était encore à venir. À 16h, le monde devint absence. Le vent a dépassé les 100 km/h. À l'intérieur de la coquille naturelle, la neige s'accumulait sur les bords, renforçant la barrière comme il l'avait prédit. Mais il y avait un autre risque. La température interne augmentait trop rapidement. Si la vapeur d'eau contenue dans la respiration gelait sur la laine extérieure, elle formerait des croûtes de glace, bloquant ainsi l'isolation naturelle. Il a tenté d'ouvrir un passage latéral pour créer une circulation minimale. Erreur. La prochaine décharge d'énergie surgit comme une lame. Le microclimat a été perturbé. Il referma l'ouverture de son propre corps tout en repoussant la paille à main nue. Les gants étaient restés dans la remise. Ma peau me brûlait, pas à cause de la chaleur, du gel. Il a réussi à le sceller, mais il a failli tout perdre. À 18h, le vent a commencé à tourner légèrement vers le nord-est. Petite monnaie. Conséquence majeure. Le côté le moins protégé s'est retrouvé vulnérable. Il ne restait plus assez de paille. L'entrepôt se trouvait à plus de 300 mètres en plein champ. C'est alors que des phares sont apparus sur la route. Ricardo et 2 pions. Ils virent l'air s'infiltrer. Pas de discussion, pas de fierté. Ils sont descendus, accablés par le poids des fardeaux. Ils travaillaient par gestes. À 19h, une rafale descendante a fait s'effondrer une partie de la nouvelle barrière. Un des ouvriers du chantier a fait une chute, presque ensevelie. Thomas et Ricardo l'ont éloigné avant que l'exposition directe ne compromette ses voies respiratoires. Mais un véritable tunnel à vent s'ouvrait directement au cœur du troupeau. C'était le moment décisif. Si les moutons couraient, ils mourraient, dispersés dans le champ. Thomas n'a pas crié. Il tomba à genoux. Il commença à frapper le sol gelé de ses mains à un rythme régulier. Faible volume. Répétitif. Les moutons réagissent davantage au rythme qu'au bêlement. Le mouvement a ralenti. Ils se sont regroupés. Ils scellèrent le couloir de leur propre corps tout en repositionnant les derniers paquets. À 19h27, la structure était stable. Ricardo ramena le valet de ferme au camion. Avant de partir, il regarda Thomas une seconde de plus que nécessaire. Non merci, sans voix, une simple reconnaissance. À 2h du matin, le vent s'est presque complètement arrêté. Cela semble être un soulagement. Mais ce n'est pas le cas. En l'absence de vent, l'air froid descend et s'accumule. La température réelle a chuté à 60 degrés, et l'air plus dense commença à remplir précisément la partie inférieure de la coquille. Où étaient les plus jeunes? La tempête était terminée. Mais le froid absolu n'est pas encore la norme, et les premières heures du matin réservaient la partie que presque personne ne survit pour raconter. Si vous pensez que le pire est passé quand le vent s'arrête, attendez de comprendre ce qui se passe quand l'air devient enfin immobile. Ce qui était autrefois un abri est devenu un piège thermique. Thomas s'est réveillé face à quelque chose qui n'était pas compatible avec la survie. Trop de silence. Il essaya de bouger ses doigts. La main gauche ne réagit pas. Le côté droit me faisait souffrir comme s'il était plongé dans un feu invisible. Il se leva avec difficulté. La neige avait scellé une partie de la barrière extérieure. Bon signe. Mais l'intérieur de la coquille était trop froid. Il l'a remarqué en observant la respiration du mouton. La vapeur ne s'élevait pas doucement. Il s'est fortement condensé. Il tombait. Cela impliquait une saturation en air froid. En l'absence de vent, l'air glacial était descendu et s'était accumulé précisément là où il avait placé les objets les plus fragiles. Si rien n'était fait, le groupe commencerait à se paralyser de l'intérieur. C'était une menace d'un autre genre, plus calme.
Plus perfide encore, l'incendie était hors de question. La fumée engendrerait la panique. Elle consommerait l'oxygène. Elle perturberait le microclimat. Il devait augmenter la température de l'air, sans créer de vent. Thomas marcha jusqu'à l'élévation rocheuse qui surplombait la dépression. Là, sous la neige tassée, gisaient des pierres sombres. La veille de la tempête, avant que le ciel ne s'assombrisse, ils avaient absorbé le peu de chaleur disponible. C'était minimal, mais ce n'était pas zéro. Il commença à creuser. Avec leurs mains, il retira la première pierre, la plus grosse, lourde, froide à l'extérieur. Il la traînait à l'écart du groupe, pas au centre, mais suffisamment près pour rayonner lentement de la chaleur. Les pierres sombres libèrent lentement leur énergie. Ils ne chaufferaient pas l'air de façon drastique, mais elles permettraient de créer des microzones moins hostiles. C'était un travail lent. Chaque mètre paraissait en valoir 10. À 3h37, la température a atteint son point le plus bas de la matinée. Refroidissement éolien de 72 degrés C, maintenant sans vent. Un froid absolu. C'est alors que les phares réapparurent sur la route. Ricardo et le journalier agricole, qui avait failli être enterré quelques heures auparavant. Ils avaient entendu à la radio que la tempête se dissipait, mais la température a continué de baisser. En s'approchant, ils virent Thomas agenouillé, traînant des pierres comme s'il déplaçait des pièces invisibles d'un jeu que lui seul comprenait. Ricardo descendit. Cette fois, je n'ai pas apporté de paille. J'ai apporté une pelle. Il n'a rien demandé. Il s'est mis à creuser à côté de lui. Aucun des deux ne parla. Le vent ne hurlait plus. Le silence était trop lourd pour que des mots puissent être prononcés. À 5 heures du matin, des dizaines de pierres étaient éparpillées autour du noyau. L'effet était subtil, mais c'est réel. La condensation augmenta de nouveau. Plus léger, moins dense. Le centre s'est stabilisé. L'infiltration a été maîtrisée. L'effondrement thermique des premières heures du matin a été évité. Il n'y a pas eu d'explosion thermique. Il y avait un équilibre. Et par grand froid, l'équilibre est essentiel à la survie. Lorsque le soleil s'est finalement levé à 8h19, sa lumière se reflétait sur un paysage immobile. Pas de vent. Je suis là. Thomas resta immobile quelques secondes avant de compter. 1, 2, 20. Cimetière. 300. 318. Aucune perte. Pas même les 6 qui ont failli être laissés pour compte. Ricardo fit son propre compte mental. Je n'ai rien dit. Il se contenta d'observer la barrière, désormais transformée en un mur de neige compacté, les pierres disposées comme des marqueurs d'une stratégie invisible. Sur la route, des camions ont commencé à circuler. Certains troupeaux avaient perdu des dizaines de têtes, d'autres, des centaines. Les entrepôts de grande hauteur sont devenus de véritables tunnels à vent. Les portes se sont figées. Paniqués, des agneaux se sont écrasés contre des murs métalliques. La structure a tenu bon. Le microclimat, lui, non. Thomas resta debout. Il n'y a pas eu de célébration. Tout simplement de l'épuisement. Et un détail que peu de gens ont remarqué. Le bout de ses doigts était noirci. Le froid avait fait des ravages. Le dégel a été long. Le froid a persisté pendant 4 jours supplémentaires. D'abord, les chiffres étaient faibles, presque chuchotés lors de la vente du village. J'en ai perdu 14. Eux, 31. Les agneaux, presque tous. Puis vinrent les chiffres que personne ne voulait prononcer. Ricardo a perdu 67. Pas toutes les tempêtes. Certains ont survécu au vent mais ont développé une pneumonie due à la condensation provoquée par le gel à l'intérieur de l'abri métallique. D'autres ont été écrasés lorsque la panique a éclaté au petit matin. Le hangar est resté debout. L'air intérieur tuait lentement. Le 5e jour, Ricardo se gara devant la maison de Thomas. Il est venu seul. Pas de travailleurs. Aucune justification. Thomas ouvrit la porte avant même qu'on ait pu frapper. Silence. « Combien ?» demanda Thomas. Ricardo baissa les yeux. Plus que ce à quoi je m'attendais. Le vent était désormais devenu monnaie courante. Rien d'épique, rien de dramatique. J'ai tout fait correctement, a déclaré Ricardo, mais pas comme moyen de défense. En fait, Thomas acquiesça. Tu as fait ce qui fonctionne toujours. Cette phrase pesait lourd, bien plus qu'une simple critique, plus qu'une simple accusation. Ricardo prit une profonde inspiration. J'ai besoin que tu me le montres. Ils ont marché ensemble jusqu'à ce qu'ils sombrent dans la dépression. Ricardo observa la pente du terrain, la disposition des barrières. Les rochers sont encore visibles sous la neige. Tu n'as pas affronté le vent? Non. Laissez-le travailler. Je viens de changer d'itinéraire. Long silence. Combien en a-t-elle perdu? Thomas a mis beaucoup de temps. Aucun. Ce n'était pas de l'orgueil. Il a été donné.
Les jours suivants, d'autres arrivèrent. 3, puis 6. Non par curiosité. Pour survivre. Thomas n'a pas organisé de conférence. Il montra le terrain. Il expliqua cette inclination. Densité des amas. Limite thermique des hangars de grande hauteur. Il n'a pas dit grand-chose. Il en a démontré davantage. Personne n'a fait de commentaires sur ses mains. Mais tout le monde a vu. La semaine suivante, Ricardo a laissé 2 ballots de foin supplémentaires près de la clôture. Sans voix. Thomas n'a pas refusé. Il n'a pas non plus exprimé sa gratitude de manière formelle. Le geste suffisait. Lorsque le printemps est arrivé, tardivement et avec prudence, les pertes totales dans la région ont dépassé 1000 animaux. Certains producteurs ont vendu leurs terres. D'autres ne s'en sont jamais complètement remis. Mais un détail a commencé à circuler dans les conversations. Un seul troupeau n'a signalé aucune perte. Aucun. On a commencé à cartographier les dépressions naturelles. Des barrières irrégulières ont remplacé les murs rigides. Les entrepôts ont été réaménagés. Il n'y avait pas d'article scientifique. Il n'y a pas eu d'hommage. Il y a eu une adaptation. Les mains de Thomas n'ont jamais complètement retrouvé leur sensibilité. 2 doigts du côté gauche ont été blessés. Il n'a jamais qualifié cela de sacrifice. Il a commencé à utiliser des gants plus épais. Au printemps suivant, Richard lui envoya un de ses meilleurs agneaux. Pas de billet. Aucune signature. Thomas a accepté. Il a élevé l'animal comme n'importe quel autre. Des années plus tard, lorsqu'une autre violente tempête a frappé la région, la moitié des troupeaux étaient déjà regroupés dans des dépressions naturelles. Les pertes ont été minimes. Le nom Thomas n'apparaissait dans aucun manuel scolaire. Mais le terrain fut officieusement connu sous le nom de Coquille d'Alvarez, pas comme un monument, à titre de référence pratique. Et à cet endroit, cela valait plus qu'une plaque d'immatriculation. Le froid de 72 degrés C n'a pas été vaincu. Il a fait ce qu'il fait toujours. Cela a gelé tout ce qui était exposé. Cela a brisé ce qui était rigide. Il a pris ce qui était mal positionné. Ce qui a survécu, ce n'est pas la force. C'était compréhensible. Tandis que certains tentèrent de résister au vent, Thomas a changé de voie. Et cette différence, invisible de loin, était ce qui séparait 1000 pertes. Aucun.